Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est le président de la Fédération protestante de France. Avec lui ce soir, nous évoquons le projet de loi confortant le respect des principes de la République, ses conséquences ou plutôt ses dégâts collatéraux sur les associations cultuelles dans notre pays. François Claveroli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'on devrait d'abord présenter la Fédération à nos téléspectateurs, non ? Ah merci, oui, en quelques mots. La Fédération protestante de France rassemble la plupart des églises protestantes du pays, alors luthériennes, réformées, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, mais aussi les œuvres et les fondations, l'Armée du Salut, le CASP et d'autres associations qui sont au travail sur les questions d'exclusion, l'accueil des immigrés, etc. Depuis quelques jours, on entend que on vous voit partout, les médias vous invitent, la preuve, vous êtes là sur ce plateau. Et j'étais en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui fait courir autant François Claveroli ? Non, alors je crois que pour revenir à notre sujet, il faut dire les choses très simplement et puis tranquillement. Ce projet de loi a une origine très précise. C'est premièrement la volonté du gouvernement de lutter contre les dangers relatifs à l'extrémisme se réclamant de l'islam. Oui. En France en particulier, mais c'est une question qui touche beaucoup d'autres pays, nous le savons bien. Et puis d'autre part, favoriser l'intégration de l'islam en France, notamment au plan de son organisation juridique. Voilà, c'est sur ces deux objectifs que s'est fondé ce projet de loi confortant le respect des principes de la République. Nous parlons donc de ce projet de loi. En quelques mots, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le but de ce projet à la fin? Voilà, le but, c'est donc d'avoir des dispositifs qui permettent d'éviter tout ce qui pourrait être perçu comme une volonté de se séparer de la vie sociale, de la vie de la République. Par exemple, d'avoir des associations ou des vies communautaires religieuses qui seraient opposées aux principes républicains. Et je pense en particulier à tout ce qui concerne l'enseignement des enfants, des tout-petits, qui se ferait en dehors des lois de la République. Je pense aussi à tout ce qui contribuerait à diffuser un discours de haine, un discours d'exclusion, un discours où la femme, par exemple, serait considérée comme autre que l'égale de l'homme, oui. Ou bien où les principes de liberté, d'égalité et de fraternité seraient remis en question par ces discours religieux. Donc on est d'accord, vous et moi, sur ce plateau, c'est un projet opportun. Je crois que ce projet a vraiment une justification. Et c'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas en cause le principe même de ce projet. En revanche, nous avons des objections à faire et nous alertons sur un certain nombre de points. Vous n'êtes donc pas contre ce projet. Qu'est-ce qui ne tourne donc pas rond à l'intérieur de ce projet ? Alors peut-être pour que nos téléspectateurs comprennent bien, oui. Il faut rappeler juste une chose, c'est que la France a un régime de laïcité. Vous savez, ce mot est un étrange mot, mais c'est l'idée que la République, c'est-à-dire l'État, oui. L'État est laïque. La République est laïque, c'est-à-dire que l'État ou la République ne reconnaissent aucun culte, mais organisent l'espace juridique pour que tous les cultes puissent s'exprimer dans la société. Donc l'État est laïque, la République est laïque, mais la société, elle, doit être le lieu où peuvent se vivre les différents cultes présents sur le territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans un tel projet de loi, au lieu de favoriser l'expression cultuelle, notamment à travers les associations cultuelles, oui. Il y a là un dispositif qui va contraindre l'expression de la vie cultuelle dans le pays. Lorsque vous avez été reçu par la commission de Rugy à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Eh bien, exactement ceci. C'est que la laïcité est un principe politique et juridique et non pas une valeur que nous pourrions tordre, que nous pourrions faire aller dans le sens qui nous convient, par exemple, en essayant, au nom de la laïcité, de neutraliser religieusement la société, c'est-à-dire d'effacer tout ce qui pourrait ressembler à du religieux. Voilà, l'expression religieuse dans la société a tout à fait sa légitimité en France et il ne faudrait pas qu'un tel projet de loi contraigne les religions ou les mette sous contrôle ou en tout cas porte le soupçon sur ces religions. Bien évidemment, nous sommes conscients que l'extrémisme qui se réclame de l'islam est un
vrai danger. Et nous avons payé un lourd tribut en France à travers ces attentats horribles qui ont été perpétrés depuis des années maintenant. C'est une histoire ancienne. Et donc il s'agit bien de ne pas être naïf. En même temps, il ne faut pas, au nom de ce soupçon ou de cette lutte contre l'extrémisme, au fond, mettre en doute la liberté de culte et la liberté d'expression. Il y a ceux qui disent que les associations cultuelles, de quoi elles ont peur si elles n'ont rien à cacher? Pourquoi cette loi leur fait si tant peur? Alors, elles n'ont rien à cacher et il se trouve qu'en France, vous savez, il y a à peu près 4000 associations cultuelles. Sur ces 4000, la plupart sont protestantes et juives. Et donc, ces associations, depuis 1905, existent sans aucune difficulté. Il n'y a jamais eu de problème lié à la réalité de ces associations cultuelles. Et c'est la question que nous posons, nous, protestants, et puis les juifs aussi, comment se fait-il que l'on vise ces associations alors que ça n'est pas là le sujet? La véritable cible, c'est bien ce que l'on appelle l'extrémisme ou bien les associations ou les regroupements qui voudraient se séparer de la République. Mais ça n'est absolument pas le cas de ces associations cultuelles. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Plutôt travailler sur la loi 1901, la renforcer, ou la 1907, ou bien plutôt travailler autrement sur la loi 1905? Alors je pense que ce qui aurait été de bonne loi, et nous l'avons demandé lors de la concertation avec le ministère de l'Intérieur, avant la présentation de ce projet de loi au Conseil des ministres, ce qu'il aurait fallu, c'est, au fond, élargir, rendre attrayante la loi 1905, de sorte que les musulmans puissent s'y installer et l'utiliser comme nous le faisons et comme les juifs le font. Malheureusement, le projet de loi porte le soupçon et finalement contrôle un peu plus, à la fois sur le plan de la pratique et sur le plan financier. Et donc on se dit, mais cette loi ne va plus du tout être attrayante finalement pour ceux qui actuellement utilisent un autre dispositif et qui seraient appelés à l'utiliser. Au fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est de dire, si on avait voulu faire avancer les choses, on aurait fait en sorte que les frères musulmans, ceux qui sont de confession musulmane, s'intègrent à la loi 1905 et respectent ce qui est déjà là dans la loi 1905 parce qu'elle n'a jamais posé de problème. Exactement. C'est exactement l'enjeu de cette loi. Alors on est très étonné de voir que finalement le législateur, au lieu de rendre attrayante la loi 1905, la rend un peu plus difficile à vivre, par exemple par un contrôle financier renforcé, par une aggravation des peines dans le cas où un responsable d'église commettrait des choses illégales, ou bien encore par un contrôle de l'autorité administrative, par le préfet, qui serait là le seul habilité à qualifier de cultuelle cette association, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas. Du coup, on va probablement rentrer dans quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser, c'est ça que vous dites? Disons qu'aujourd'hui, on va dire, les choses ne sont pas trop graves, mais ce dispositif législatif, dans les mains d'un gouvernement, non pas celui-là, mais qui un jour déciderait vraiment d'aller contraindre encore un peu et ennuyer les religions, là, oui, effectivement, il y trouverait un outil tout à fait opérationnel. Quel mal y a-t-il de connaître la traçabilité de l'argent qui vient de l'extérieur, par exemple, pour les associations cultuelles? Alors, on prend un des cas comme ça. Prenons le cas de l'argent qui vient de l'étranger. Depuis tout le temps, depuis en 1905, mais même avant cette loi, les églises sont solidaires les unes les autres. C'est le cas en Europe, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Amérique, dans tous les pays du monde. Les églises s'entraident les unes les autres par des systèmes d'associations ou de fondations. Et donc, la circulation de l'argent venant de l'étranger est une réalité commune. Cette circulation est de toute façon contrôlée. Dans tous les cas, elle est contrôlée. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un seuil, c'est 10 000 euros. À partir de 10 000 euros, ce qui est à la fois beaucoup, mais qui est en même temps très peu dans des projets d'église d'aujourd'hui, à partir de 10 000 euros, l'association cultuelle est donc contrainte de mettre en route un travail de commissaire aux comptes. Or, on sait qu'un commissaire aux comptes, c'est un contrat de 6 ans,
et avec un coût. Et on peut imaginer qu'une petite association cultuelle qui reçoit un don de 10 000 euros va devoir payer pendant 6 ans un commissaire aux comptes à 3 000 euros l'année. Et donc, en 6 ans, elle aura finalement perdu son argent pour un contrôle. Voilà un exemple très concret, très matériel, qui montre que ce contrôle-là n'a pas lieu d'être. Dans votre plaidoyer, il y a 4 cas. Je me suis attardé sur 2 autres cas. C'est le contrat d'engagement républicain. Ça, c'est le premier cas. C'est quoi ce contrat? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce contrat? Alors, il y a 2 choses qui ne vont pas. D'abord, le terme même de contrat, puisque là, il s'agit d'un engagement et non pas d'un contrat au sens juridique. Puisqu'un contrat il y a 2 contractants. Or là, ça n'est pas le cas, mais c'est donc bien un engagement. Alors, que l'engagement républicain soit demandé, au fond, après tout, pourquoi pas, les associations 1901 qui sont concernées ici travaillent dans le cadre de la République et n'ont rien à cacher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, concernant les 1905, c'est la même chose pour les 1901. Là où il y a une interrogation, c'est pour ce qui concerne la clause de cet engagement, disant lorsque nous demandons une subvention à l'État, nous nous engageons à être dans le cadre de la sauvegarde de l'ordre public. Mais il se trouve que des associations, notamment des associations caritatives ou des associations humanitaires, des associations qui s'occupent des droits de l'homme, qui s'occupent des étrangers sans papier, des enfants mineurs isolés, des migrants, ou des personnes dans l'extrême exclusion, travaillent à la limite, à la frontière, vous voyez, de la légalité, puisqu'elles accueillent ces personnes et essayent de trouver une solution pour elles. Or, on pourrait imaginer que là, un préfet ou l'autorité administrative dise vous avez franchi la ligne et donc on vous refuse. On vous coupe les vivres. Et voilà. Or, ces associations, qui sont souvent d'ailleurs des associations d'origine chrétienne, catholique, protestante, sont tous les jours, quotidiennement confrontées à ce travail concernant la limite. Vous voyez ce que je veux dire? La limite que l'on franchit quand même de temps en temps pour permettre justement ce travail, faire en sorte que l'accueil soit réel. Et puis en même temps, le plaidoyer de ces associations est un plaidoyer qui permet aussi à une société comme la société française d'être encore plus accueillante, encore plus ouverte. Et donc elles interpellent le législateur et l'autorité administrative pour que les choses bougent dans le bon sens. Avec ce contrat d'engagement, au fond, ces associations se verraient, là encore, un peu surveillées, contrôlées, et risqueraient effectivement de tomber sous le coup d'un refus de subvention au nom de ce contrôle. Ce que vous dites, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, je ne dis pas que c'est le cas, mais je prends cet exemple qu'ils connaissent probablement, l'Armée du Salut par exemple, qui accueille des migrants, et un matin, un préfet, parce que pour des raisons qui lui sont propres et qu'on ne présume pas ici, décide de ne plus accorder des subventions à l'Armée du Salut sous le prétexte qu'il y aurait un problème d'ordre public. C'est ça? C'est ça. Alors on cite l'Armée du Salut que beaucoup de téléspectateurs connaissent, parce qu'elle est très présente dans la plupart des pays, et elle travaille précisément sur ces frontières-là, la frontière de l'exclusion, la frontière de l'accueil de l'étranger. On peut parler aussi de la CIMAD, qui en France s'occupe aussi de ces personnes. On peut parler aussi du Secours catholique, enfin toute une série d'associations qui sont à la frontière de ces engagements. Alors, entendons-nous, il ne s'agit pas de dire c'est absolument insupportable, c'est inadmissible, etc. Mais nous alertons et nous contestons cette dérive-là parce qu'il y a là un contrôle de la vie associative. Or, vous le savez sans doute, la loi d'association en France est une loi fondatrice de la démocratie. Depuis 1901, évidemment, mais depuis avant, depuis la fin du XIXe siècle, le fait de s'associer pour faire société est un droit fondamental. Et là, il y a un contrôle supplémentaire qui intervient sans aucune raison vraiment justifiée. Très bien. Vous avez été entendu par la commission de Rugy. Est-ce qu'ils ont enregistré votre plaidoyer? Est-ce qu'ils vous ont promis de faire quelque chose ou ils restent sourds? C'est difficile à dire. Nous sommes d'abord une minorité. Le protestantisme est une minorité dans ce pays. Et donc, nous sommes entendus comme une minorité.
Par ailleurs, je souhaite que les députés, de quelque bord qu'ils soient, entendent ce plaidoyer et comprennent que l'un des enjeux, c'est la démocratie. Parce que nous commençons par ce type de mesures, mais où allons-nous nous arrêter ? C'est-à-dire qu'une prochaine initiative, un prochain projet de loi confortant les principes de la République, ne va-t-il pas aller toujours dans ce sens ? Or, et c'est ce que je voulais dire pour que nous comprenions bien pourquoi le protestantisme alerte et conteste, c'est que c'est la première fois depuis 1905 qu'un projet de loi ne va pas dans le sens de la liberté. C'est la première fois qu'un train de mesures ne va pas dans le sens d'une compréhension libérale de la loi 1905, mais au contraire dans le sens du soupçon, du contrôle renforcé, et comme l'a dit le Conseil d'État dans son avis, dans une série de mesures superfétatoires dont on serait bienvenu de se passer. Au-delà de vos craintes exprimées, au-delà des voix qu'on entend qui essayent de pointer du doigt ce qui ne va pas aujourd'hui, est-ce que vous craignez qu'on veuille vraiment s'en prendre à des associations, aux protestants, aux évangéliques et même aux frères juifs? Je pense que c'est une évolution de la société qui est à craindre, comme je l'évoquais au tout début de notre entretien, sur ce désir pas toujours bien exprimé de neutralisation religieuse de la société, où l'on veut effacer toute présence religieuse au nom d'une laïcité qui serait au fond une sorte de religion de remplacement, alors que, comme je le disais, la laïcité est un principe, un cadre qui doit permettre et favoriser l'expression libre du culte en France. Si cette loi passait en l'état et que ce que vous défendez aujourd'hui n'était pas pris en compte, est-ce que vous seriez prêt, vous, je dis vous, pas vous personnellement, mais les associations, la fédération, vous seriez prêt à aller jusque dans les rues pour contester? Non, pas dans les rues, mais il y aura sans doute des procédures et des moyens qu'il faudra mettre en œuvre, oui, pour trouver des solutions. C'est vrai que nous serions quand même inquiets pour la suite, pas simplement pour nous, puisque nous ne plaidons pas uniquement pour nous, mais pour l'ensemble des citoyens qui ont une conviction et qui veulent vivre cette conviction. Je pense en particulier aux musulmans, qui doivent trouver aussi leur place dans le dispositif législatif français, et malheureusement, où cette place, dans la 1905, n'est pas suffisamment attrayante, oui, accueillante en l'état actuel. Est-ce que ce serait la victoire, entre guillemets, de ceux qui ont dévoyé depuis longtemps la laïcité? Parler de victoire, non, mais en tout cas, parler du fait que l'inculture religieuse, ou en tout cas la compréhension de la société sans comprendre qu'au cœur de la culture se trouve le culte, serait là effectivement en train de gagner. Mais quand l'on commence à mettre en cause le culte qui constitue la culture, on entre progressivement dans une société inquiétante. Totalitariste. François Claveroli, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération protestante de France. Merci infiniment d'être venu partager avec nous les doutes des représentants des cultes sur le projet de loi confortant les principes républicains qui arrive le 1er février, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Merci infiniment. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.